Et elle vient nous dire, là, à ce moment-là, j'en ai marre. Alors c'est vrai que c'est une dame qui a une histoire très cabossée, comme je dis. Hein. Les cabosses, c'est un terme que j'aime bien. Ça peut se décabosser, mais ça laisse toujours des traces. Et quand elle arrive, elle n'arrive pas que de dire « je vais rentrer chez moi ». Laissez-moi rentrer chez moi. Là, chez moi. J'en ai marre que vous m'hospitalisiez. On dit « mais nous, on ne veut pas hospitaliser ». D'ailleurs, à chaque fois, vous arrivez par le fait d'un autre de l'extérieur. Mais bon, elle a des troubles absolument trop fréquents, on va dire, en ville. Et résultat des courses, elle arrive de façon trop fréquente pour le directeur, en HO, pour les équipes qui finissent par en avoir assez, qui se sentent impuissants, régulièrement en HO. La question de la contrainte s'impose d'emblée dès qu'elle arrive. Qui dit contrainte dans la vraie vie dit comment l'empêcher d'aller montrer ses fesses dehors. Les portes sont ouvertes. En face, moi j'exerce en CH, donc il y a les services de MCO, il y a la direction, et c'est un autre poste qu'elle apprécie particulièrement pour aller montrer son postérieur. Ce qui n'est pas sans faire sens non plus, hein. Elle choisit les directeurs et les flics. Bon, donc régulièrement j'ai des directeurs qui m'appellent en disant « Ah non mais madame, que c'est pas possible ». Bah, écoutez, appelez les flics. C'est sans solution. Et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne, à tel point que les soignants, du coup, se disent bah, il y a une seule solution, c'est elle sort pas. Et donc, dans le quotidien, on restreint son périmètre de sortie. Et puis, on restreint aussi ses sorties, puisqu'elle n'a pas trop le droit de sortir, on restreint son périmètre de sortie aussi avec les conséquences d'une restriction. Ça veut dire que concrètement, chez nous, alors elle ne peut pas aller chercher ses cigarettes. Oh, c'est un détail, vous allez me dire, sauf pour les soignants. Si elle ne va pas chercher ses cigarettes et qu'il n'y a pas quelqu'un pour apporter les cigarettes, elle se retrouve donc en restriction de cigarettes. Alors, la loi dit qu'il ne faut pas fumer, sauf dehors, quand il n'y a pas de toit, pas de mur. Donc, elle va fumer dans une limite de nombre de cigarettes. Et au bout de quelques temps, on se retrouve avec une équipe qui compte les cigarettes. Ça paraît absolument impossible, mais demandez aux soignants qui sont là comment ça se passe dans leurs établissements. C'est une dame qui concrètement aussi embête, j'utilise le terme exprès, embête quand elle appelle à l'extérieur, parce qu'elle n'est pas bien. Et donc, fut une époque où mes cheveux sont dressés sur ma tête, parce que je me suis rendu compte que c'était pas seulement la restriction des cigarettes, c'était aussi la restriction du téléphone. Et ça, c'est la vraie vie aussi. Je ne suis pas en train de non, non, c'est pas ça. Hein, les équipes, j'en connais pas une seule qui n'essaie pas de bien faire. Après, c'est comment faire avec des pressions qui nous arrivent dessus, comment faire avec la pathologie, comment faire pour autant avec la parole de la personne, qu'on ne va pas toujours chercher suffisamment. Et ça, cette situation, elle pose vraiment, pour moi, la question de comment est-ce que dans un service ouvert ou fermé, hein, ça c'est un terme hein, intéressant je trouve, on ne dit pas dans un service, hein, il y a toujours derrière ouvert ou fermé. Comment dans un service, qu'il soit ouvert ou fermé, on fait avec toutes ces questions du quotidien. Je vais faire une pause, puisqu'on m'a dit de faire une pause à cet endroit-là. Donc effectivement, votre cas clinique est assez illustrant des réalités qu'on voit et qu'on rencontre hein, dans les établissements. On pourrait le dupliquer. Moi, si je prends le centre hospitalier auquel j'exerce, on a ce type de situation aussi qui se pose. Donc je pense que c'est duplicable pour tous. Et donc la question qu'on peut se poser justement, c'est comment vous avez pu travailler tant avec les équipes qu'avec effectivement l'hôpital dans son ensemble
voir aussi, puisque vous le citiez dans votre cas clinique, et ça c'est un point important parce qu'on y est confronté aussi, comment travailler avec les élus, avec les partenaires, avec la préfecture, puisqu'on est en tension aussi par rapport à ces différents éléments. Alors comment avez-vous pu justement appréhender ça concrètement et finalement réussir à prendre en compte ces différents facteurs pour concilier à la fois les libertés individuelles, le respect des libertés individuelles de la patiente et en même temps les contraintes de la législation des différents acteurs. La première étape, ça a été, quand je suis arrivée dans le service, il était fermé. Donc la première étape, ça a été de donner du sens aux portes fermables. J'aime bien le terme porte fermable, parce que ça veut dire qu'elles sont d'abord ouvertes. Et que de façon exceptionnelle, on peut les fermer. Si on part du postulat que les portes sont fermées, bah, elles ne s'ouvrent pas. Donc ça a été un gros travail. Le deuxième travail, ça a été, partant de ce postulat des portes ouvertes, de travailler avec les équipes. Pourquoi, comment, mais d'abord pourquoi. Ça a été, on y a mis un an, hein. Ça a été une très longue étape de pourquoi. À quoi ça sert. Alors souvent, je prends avec des équipes, je leur raconte un conte. Je leur dis voilà, il y en a qui ont entendu ce conte. Voilà, vous êtes dans un service de médecine interne, vous arrivez, on vous dit à côté il y a le service de cardio, les ondes de votre téléphone gênent, on prend les téléphones. Et puis, vous êtes en chemise, ouverte derrière, comme ça on voit le derrière. Et puis finalement, qu'est-ce que vous ressentez après tout ça? Quand on est en psychiatrie, on se prépare à se sentir enfermé, à tort ou à raison. Quand on est en médecine interne, on ne se prépare pas à ne pas voir son téléphone. Ok. On peut peut-être prendre le point de vue du coup des trois autres intervenants. Puis donc bienvenue à Cyril Azif Thomas, qui a réussi à s'extraire du trajet routier. Pierre, peut-être pour commencer? Oui. Alors, dans les propos du docteur Cotier-Jouet, je retiens des phrases qui me semblent particulièrement importantes, puisqu'il est question de place de la personne, il est question du statut donné à la personne. J'ai entendu aussi la nécessité du respect de la parole du patient. Et en fait, ce sont là des propos qui recoupent ce que Madame le contrôleur général des lieux de privation de liberté a très récemment écrit dans le rapport qui a été publié à la fin du mois de mars. Une phrase que j'ai notée. Madame le contrôleur général donc écrit « Dans le domaine de la psychiatrie, ce qui doit changer, c'est le regard porté sur le patient. Ce dernier ne doit plus être considéré seulement comme un objet de soin, mais aussi comme une personne qui a des droits et dont il faut respecter les libertés sans autre restriction que celle qu'impose son état de santé, y compris lorsqu'elle est hospitalisée sans son consentement. » Et donc à la fois les propos du docteur Cotier-Jouet et puis ici cette phrase en préambule du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté, à mon avis, illustre quand même de manière assez significative l'évolution, somme toute relativement récente, de la médecine et de la médecine générale, prise dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on assiste quand même, et chacun peut en faire le constat, je crois, que globalement, aujourd'hui, en médecine, on est plutôt dans un contexte de prééminence, on va dire, du concept d'autonomie face à celui de bienfaisance. C'est là voilà, le vocabulaire éthique classique, concept de bienfaisance, où il est question de faire au malade son bien, mais selon la représentation que les soignants, que les sachants, les savants ont de ce bien. C'est ça qui est important dans le concept de bienfaisance. Aujourd'hui, a posteriori, il apparaît que ce concept, aujourd'hui, est qualifié de concept paternaliste. C'est comme ça que cette médecine là, qui a traversé le siècle dernier, notamment, a été qualifiée. Et on assiste globalement, quand même, depuis quelque temps, à une résurgence, ou en tout cas, le concept d'autonomie devient de plus en plus pris en compte
la parole du patient est de plus en plus prise en compte. En psychiatrie, il me semble encore que, ici ou là, il y a quelques difficultés à prendre ce virage général de la médecine. Pour un certain nombre de raisons. D'une part, évidemment, une raison qui me semble essentielle, c'est que le psychisme du patient est à la fois ce sur quoi porte le soin, c'est l'objet du soin, mais c'est aussi l'outil qui permet au patient de délibérer, de verbaliser ses souffrances. C'est une difficulté qui est évidemment très importante. D'autre part, en psychiatrie, un autre point important, c'est que tous les patients n'y sont pas hospitalisés librement. Et les soins en contrainte, tout aussi nécessaires qu'ils puissent être à un moment donné pour une situation donnée, peuvent, je crois, entretenir un peu durablement, et un peu trop durablement, l'idée selon laquelle c'est à l'équipe soignante de décider en permanence pour le patient de ce que doit être le bien pour lui. On va dire que c'est un travers quoi, de cette loi, tout aussi nécessaire qu'elle puisse être dans une situation donnée. Alors, ceci dit, on assiste aussi là sur le terrain, et de plus en plus, je crois, à une évolution des pratiques, à une évolution des consciences, et il me semble que l'aspect essentiel, finalement, au-delà des droits des patients, tels qu'ils sont exprimés dans la loi de 2011, le droit à un avocat, le droit de pratiquer sa religion, le droit de consulter le règlement intérieur, etc. On connaît l'ensemble de ces énoncés. Au-delà du contrôle de ces droits par le juge judiciaire, le JLD, il me semble finalement que le plus important, c'est le droit à la parole et le droit surtout d'être écouté et entendu pour le projet que le patient fait pour lui-même. C'est-à-dire que c'est cela qui doit normalement constituer la base du projet de soins que chacun va élaborer avec le patient, mais avec le patient et pour le patient. Oui, moi je rappelle, j'interviens au nom de l'UNAFAM, l'Union nationale des familles de malades psychiques. Et bon, à ce titre, je ne suis pas un usager direct de la psychiatrie, mais à travers un proche, et puis à travers les témoignages des familles avec qui je suis en contact, j'ai une certaine expérience du monde psychiatrique. Alors, les situations que vous nous avez présentées, comme des situations difficiles, et on entendait un peu des situations un peu exceptionnelles. En fait, pour les familles, ce sont des situations, les familles de l'UNAFAM, ce sont des situations mais absolument courantes. Je pense que les familles qui adhèrent à l'UNAFAM sont celles qui justement rencontrent des difficultés, ou ont des proches qui sont en grande souffrance et donc les situations de famille sont difficiles. Et je pense que ce sont les témoignages de ces familles-là que nous recevons en priorité, et la situation que vous avez évoquée, pour nous, à la limite même, il y a pire. Alors, bon, je voudrais d'abord dire deux mots sur comment sont vécus les soins sans consentement par les familles. Alors, les familles sont souvent contraintes de recourir à la demande d'hospitalisation pour un membre de la famille. C'est une situation pour les familles qui est une source de déchirement multiple. Parce que d'abord, bon, c'est souvent perçu comme une nécessité du point de vue de la santé de la personne en souffrance. Mais en même temps, c'est d'une grande violence. Et c'est d'une grande violence, si vous voulez, très concrètement, enfin il faut imaginer comment ça se passe souvent. Vous avez chez vous, vous avez votre fils, votre fille, qui va très mal depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, qui éventuellement est violent verbalement contre les objets, contre vous-même. Vous avez du mal à obtenir une intervention des services d'urgence.
vous avez appelé le SAMU, il vous a dit écoutez, non, on ne se déplace pas. Donc vous êtes, bon finalement vous arrivez à convaincre le SAMU d'intervenir. Le SAMU arrive avec la police, souvent, et c'est votre fils ou votre fille qui est là et qui est soumis à cette violence. Et bon, donc, si vous voulez, pour les familles, c'est à la fois, enfin, c'est un mal nécessaire, mais c'est une expérience très rude, très difficile. Alors, ce que vous avez évoqué, les portes fermées, la restriction de cigarettes, restriction de téléphone, etc. Bon, ça malheureusement, enfin, on ne sait pas quelle est la fréquence quelle est la diffusion de ces pratiques en France. Le sentiment que je peux avoir à travers des observations directes ou des discussions, etc., c'est que c'est tout de même une pratique, ce sont des pratiques courantes. Et que les services qui sont plus libéraux, plus respectueux des personnes, finalement, sont moins nombreux que ceux qui appliquent des règles souvent rigides, incompréhensibles pour les patients, à qui on n'explique pas pourquoi il a droit, alors il est en isolement, après le repas, il a droit à 1 heure, il peut être dans le service, il peut fumer, mais une cigarette. Voilà, pourquoi une? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 3? On ne sait pas. Alors c'est incompréhensible pour les patients, ça ne rentre absolument pas dans une logique de soins, il ne peut pas imaginer que le régime qui lui est appliqué de restriction de liberté, restriction de fumée, limitation des déplacements, etc., il ne peut pas imaginer que c'est pour son bien. Et alors pour les familles, encore moins. Là, pour les familles, si vous voulez, c'est un régime disciplinaire. C'est pas autre chose. Et c'est un régime disciplinaire ce qui le rend encore plus incompréhensible, c'est qu'il varie. Des fois, hop, ça s'améliore un peu. Et puis tout d'un coup, on replonge. Les restrictions de liberté s'accentuent. Bon, alors un point sur lequel... il y a 2 points sur lesquels je veux insister. On évoque bien entendu les droits des malades. Bon, ça a été, il y a des droits très, très formels, très codifiés, le droit d'exercer son culte, de recevoir du courrier, de consulter un avocat, etc., etc. Et il y a un droit qui est fondamental, et il a été évoqué par Pascal Jarano dès le début, c'est le droit à la dignité. Et bon, moi, enfin, ça a été dit tout à l'heure, je travaille avec les CDSP à l'INAFAM, et la mission des CDSP, c'est précisément de veiller au respect des droits et de la dignité des patients. Et c'est un point auquel, dans les CDSP, nous sommes très attentifs. Et la dignité des patients, le respect de la dignité des patients, ça peut se vérifier dans multiples aspects de la vie quotidienne dans un hôpital. Quand dans un hôpital, les peintures sont défraîchies, que les vitres sont, dans un hôpital psychiatrique, hein, que les peintures sont défraîchies, que les vitres ne sont pas nettoyées, c'est un manque on manque de respect aux patients. Le patient a le droit d'être dans des lieux qui sont des lieux de la même qualité que s'il était en médecine ou en chirurgie. Le tutoiement systématique. Je suis pas enfin, on peut tutoyer des patients, enfin, il y a des cas où ça peut se comprendre, hein, mais le tutoiement systématique d'un patient qui a 40 ans, qui arrive dans un service, qui a une carrière professionnelle, et à qui on dit Jean-Paul, retourne dans ta chambre, c'est un manque de respect vis-à-vis des patients. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, je l'ai déjà un petit peu évoqué en parlant de la variété des situations selon ces services, c'est que cette variété, c'est une inégalité profonde. Et selon votre lieu de domicile, vous pouvez tomber dans un service qui est un service libéral, ouvert, enfin dans tous les sens du terme, ou vous pouvez tomber dans un service qui est un service disciplinaire. Et il n'y a aucun moyen, c'est une inégalité à laquelle il n'y a aucun moyen d'échapper.
Si vous allez vous faire opérer de je ne sais quoi dans un hôpital, vous n'êtes pas content de la façon dont ça s'est passé, bon, ben, vous n'y retournerez pas. En psychiatrie, si vous n'êtes pas content de la façon dont vous avez été traité, vous ne pourrez pas ne pas y retourner si vous devez être hospitalisé de nouveau. Bon, voilà, je vais m'en tenir à ça pour le moment. Merci Alain. Bon, allez-y, puis après on donnera la parole. Pour faire le lien peut-être avec comment est-ce qu'on peut faire, je rebondis sur ce que vous disiez, M. Pellet. Je crois que c'est d'abord changer le regard, mais changer la perspective et donc la place, l'identité du soignant et du patient. Tant que le soignant il sera un soignant, eh ben, l'autre sera un patient. On a un peu trop tendance à confondre la question du soin avec la question de la guérison. Tant qu'on veut guérir, on reste soignant et l'autre reste un objet de soin. Je vous propose d'essayer de faire le saut sur non pas le soin, on ne l'oubliera jamais, mais l'accompagnement. Parce que l'accompagnement, par définition, on accompagne le chemin de l'autre. Sinon, on n'est pas dans l'accompagnement, on est dans le traçage de la route. Essayez de vous penser plus accompagnement de la route de l'autre que faiseur du chemin de l'autre. Et ça, je pense que c'est le gros du travail à faire. Et tout à l'heure, avant cette table ronde, je disais, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire si ce n'est pas porté, supporté, applaudi, défendu par le binôme incontournable direction médicale. Si la direction ne prend pas cette voie-là, mais si les médecins ne prennent pas cette voie-là non plus, impossible. C'est déjà tellement compliqué de convaincre et de réexpliquer, de remettre au quotidien le soignant, je dis bien au quotidien, ce soignant dans cet esprit d'accompagnement, que si en plus il faut qu'on se batte contre le directeur dans le contexte que j'évoquais tout à l'heure, et qu'en même temps il faut expliquer à l'extérieur, eh bien on restera toujours dans le traçage de notre route et non pas dans l'accompagnement de l'autre. Merci. Juste pour rebondir sur ce que vous dites, c'est effectivement un point important, et une chose, monsieur, que vous avez dite, c'est comment fait-on pour lutter contre finalement cette hétérogénéité qu'on peut trouver. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, comment fait-on? En fait, c'est effectivement, il faut une politique de rétablissement qui soit portée par la direction et la CME, par la communauté médicale, et relayée après par l'encadrement pour que, justement, on ancre des principes forts et pour que ça arrive dans les pratiques. Pour éviter, justement, ce que vous dites, on trouve des services qui font comme ceci, des services qui font comme cela. Et surtout, ce qui est liberté individuelle, ça demande ce portage pour qu'on y arrive. Sinon, effectivement, on ne peut pas avancer et on en reste dans cet état. Avant de vous donner la parole, peut-être une réaction de Cyril Azif-Thomas sur ce cas clinique et les retours des différents participants. Alors, deux mots. D'abord, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, ce qui me frappe en ayant lu le cas clinique et puis en vous écoutant, c'est deux choses en fait. C'est la première chose, la difficulté qu'a encore la psychiatrie à se situer dans le monde soignant. Et la deuxième chose, c'est la difficulté, en partie induite par le législateur, qu'ont les soignants en psychiatrie, et les psychiatres ne font pas exception, à parler la langue du droit, qui est en lien aujourd'hui donc, avec la santé mentale. Et c'est ces deux choses-là qui me frappent. Alors, pour la première observation, on a trop vite, assez souvent, tendance à oublier que autant les soignants définissent un plan de soins, parfois utilisent des protocoles, ont des objectifs soignants, vous parliez de guérison ou d'actions palliatives, en tout cas il y a des objectifs fixés. Il y a des guidelines, il y a des littératures qui permettent de savoir un peu ce qu'on fait. Autant les psychiatres, par rapport aux différents médecins du champ MCO, travaillent quand même beaucoup sur les représentations de la maladie. Et c'est aussi ce qui fait que les usagers, les familles, des fois un petit peu s'y perdent, ne comprennent pas trop où les psychiatres veulent les emmener.
Alors des fois, il y a des réactions un petit peu contre-transférentielles également, parce que les psychiatres n'apprennent pas à travailler avec les familles, hein, j'entends bien vos observations. Et puis parfois, il y a heureusement quand même des effets constructifs, heureux, positifs. On arrive aussi à tirer les prises en soin, que je préférerais appeler prise en soin plutôt que prise en charge, vers le sens. Alors pourquoi prise en soin plutôt que, ou accompagnement soignant, je crois que ce serait effectivement le meilleur mot, que prise en charge, parce que prise en charge, quelque part, ça sous-entend qu'on va décharger la personne de la responsabilité de ses soins. Et ça, quand j'entends la phrase on se prépare à être enfermé en psychiatrie, c'est vraiment le comble, quoi. On se prépare aussi à se décharger de notre propre responsabilité par rapport à nos propres soins concernant notre propre santé mentale. Et ça, c'est vraiment l'effet nocif, l'effet pervers de ce mot prise en charge. Après, la deuxième observation, c'est la difficulté que les soignants et les psychiatres et les directeurs aussi, les cadres, à parler la langue du droit. Là, il y aurait largement de quoi dire. Peut-être que j'aurai un moment où je pourrais expliquer un petit peu le cadre légal, juridique, quand vous voudrez. Et là, je reposerai peut-être un certain nombre de jalons pour mieux vous expliciter de quel univers on part et dans quel univers on est aujourd'hui, parce qu'il y a eu quand même des gros bouleversements. Et moi, je ne jette pas la pierre aux collègues et à l'environnement institutionnel qui est aujourd'hui quand même impacté non seulement par le droit national, mais par le droit international, par le droit européen. Et c'est ce qui fait que c'est quand même particulièrement compliqué. On parle volontiers de personnes désorientées, on devrait aussi parler de personnel désorienté par rapport aux repères légaux, aux repères réglementaires, dans un contexte de loi assez souvent bavarde. Je vous rappelle que je ne sais plus quel syndicat de psychiatrie disait de la loi de 2011, c'était la loi de Shaddock, la loi Shaddock. Bon, ça veut bien dire ce que ça veut dire, mais voilà un petit peu les deux grandes observations que vous suscitez chez moi. Merci. Je pense que c'est le moment peut-être de vous donner la parole.